Somaya, on va poursuivre évidemment le dossier Emmanuel Macron, si j'ose dire, parce que vous vous souvenez de cette image qui a fait le tour du monde lorsque le président de la République était dans l'avion et que Madame Macron, manifestement, a eu un geste qui a été mal interprété, à juste titre d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas, on savait pas ce qui se passait avant, donc c'était très difficile de décrypter un geste en voyant simplement quelques secondes et on ne savait pas ce qu'il y avait avant. Il se trouve que Florian Tardif, que vous connaissez, qui a été longtemps à CNews, vient de faire un livre, il est aujourd'hui à Paris Match, il a fait un livre qui s'appelle... Un couple presque parfait. Un couple presque parfait. Et qu'il a donné une explication. C'est lui qui parle, bien sûr. Ça n'engage que lui, le journaliste qu'il est. Il dit que ça repose sur des faits vérifiés et recoupés. Mais c'est un journaliste remarquable. Ouais. Florian Tardif, et vraiment, on a eu tellement de plaisir à travailler avec lui ici. Donc écoutez, l'explication, parce que ça va faire évidemment parler, là on est dans la vie privée quand même. On est dans la vie privée. On n'est pas dans la vie politique. Écoutez l'explication de Florian Tardif sur ce coup donné, cette gifle donnée par Madame Macron à son mari. Jusqu'à l'épisode de la gifle que vous décryptez avec les différentes versions données par l'Élysée, et vous vous enquêtez et vous racontez que c'est pas ce qui nous a été raconté. D'ailleurs, on le regrette aujourd'hui, paraît-il, à l'Élysée, puisqu'en fait, c'est une scène de jalousie qui se produit dans cet avion. En fait. Oui, c'est une scène de couple, en fait. Voilà. Et on le regrette aujourd'hui à l'Élysée, tout simplement parce qu'ils auraient pu montrer à ce moment-là qu'ils étaient un couple, qu'ils étaient un vrai couple, qu'ils n'étaient pas un couple parfait. C'est l'histoire qu'on nous donne depuis le début du premier quinquennat. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non, c'est un couple. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu un message d'une personnalité connue, une actrice iranienne, Golshifteh Farahani. Ah bon, vous donnez son nom carrément? Je donne son nom, tout simplement parce que ça a été à un moment donné des rumeurs qui ont couru dans Paris. Ce n'est pas une rumeur. Je l'ai dit concrètement à l'Élysée, c'est une version qui n'est pas la leur. C'est une version que j'ai recoupée, tout simplement parce que tout ce qui est présent dans le livre, ce sont des faits et uniquement des faits. Et le président de la République, depuis quelques mois, ce n'est plus le cas, mais pendant quelques mois, a entretenu une relation platonique. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a répété en tout cas dans leur entourage. C'est ce que je dis ce matin, mais des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches. Voilà, je vous trouve très jolie, etc. Et ça a entraîné des tensions au sein du couple, qui a entraîné cette scène privée qui est devenue public, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a eu un quiproquo dans l'avion où on pensait cette dispute assez conséquente, terminée. Ce n'était pas le cas. Bon, c'est vrai que le monde a changé. Une relation platonique, c'est presque un oxymore. Parce que s'il y a une relation, elle n'est pas platonique. Et si elle est platonique, c'est pas si elle n'est pas platonique, c'est pas une relation. Permettez, ça va un peu dans le sens de la remarque d'Olivier. On est quand même passé de Jupiter au vaudeville, avec Macron, l'espace de 2 quinquennats. Voilà. En effet, il est en train d'alimenter quand même plus les réseaux sociaux qu'une réflexion politique en profondeur. Qu'est-ce qui va rester, en fait, Emmanuel Macron? Il va rester une catastrophe, un bilan catastrophique. Voilà ce qui va rester, c'est tout. Ça s'oubliera d'ailleurs. Mais, je l'ai dit, Dominique Strauss-Kahn a fait une intervention l'autre jour auprès de pas mal d'intervenants d'un certain niveau. Le niveau financier de la France est une catastrophe, à un niveau que personne ne soupçonne, visiblement. C'est-à-dire que bonne chance à ceux qui vont être présidents en 2027-2028. C'est invraisemblable. Parce que ce qui va se passer, peut-être, c'est que les pensions elles vont être obligées de baisser de 20%. Moi, je ne veux pas affoler les gens. Hier, on a parlé du hantavirus. Mais c'est invraisemblable ce qui arrive. C'est un crash XXL. Donc, vous aurez un président qui aura fait... Effectivement, qui aura mis la France en très grande difficulté financière. La France. Ça va dans le sens de ce que je vous disais. Il se donne un spectacle. En fait. Donc plus effectivement, la dernière année, ça va être la curée, parce qu'évidemment, ce type de livre ne sortirait pas s'il était potentiellement candidat, bien sûr. Parce qu'il est affaibli aussi. Parce qu'il est affaibli, donc c'est aussi cela la vérité. Seul, Florian Tardif qui explique quand même et c'est ce qu'on dit nous régulièrement, mais c'est important de l'avoir en tête, Emmanuel Macron pense très fortement à 2032. Il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour alimenter cette fameuse legacy en mauvais français. Donc l'héritage, c'est comme ça qu'il le présente à l'Élysée, pour espérer un retour en 2032. C'est 2032, franchement, où on sera en 2032. Ça va guider ses pas jusqu'à l'année prochaine. Oui, où nous serons. La stratégie qu'il va adopter.
Mais en tout cas, Florian Tardif a oui, c'est pas neutre ce qu'il dit. Alors Parce ça, que... ça c'est de l'écume, mais qui ne maîtrise pas. Oui. C'est de l'écume. Parce que ça, c'est dans le journalisme. Oui, pardonnez-moi, Maya. Dans un monde de réseaux sociaux, ce type d'écume joue dans le soft power. Donald Trump lui-même l'avait relevé. Il avait plaisanté sur Emmanuel Macron. Il s'était moqué de lui. Un instant, imaginez l'inverse, que le président soit une femme et que ce soit son mari qui le gifle comme ça en public. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que la porte s'ouvre à ce moment-là. Quand vous parliez de vaudeville, c'est délirant, quoi. C'est un fil à la patte de Fédo. C'est-à-dire que la porte s'ouvre et moins réussi. Tu vois Robert Hirsch et Jean-Pierre. En question, c'est ça. C'est quand même invraisemblable, cette scène est juste invraisemblable. C'est intéressant parce qu'ils savent que la porte va s'ouvrir d'une seconde à l'autre, mais ils ne se mettent pas dans la fonction officielle, ils restent des personnes privées. Il n'y a plus de surmoi présidentiel. Ça, c'est très impressionnant. Bon, je voulais vous faire écouter Hassan II. Est-ce qu'on l'a, Hassan II? Je demande parce que Hassan II disait l'exact contraire, précisément. Et c'est la différence entre un homme... Il avait un rêve, oui. Non, voilà, vache. C'est pas le sujet. Vincent, écoutez, franchement... Non, mais vous connaissez la vie privée de c'est pas le sujet. Non, mais vous connaissez la vie privée d'Hassan II? Non, je ne connais pas la vie privée d'Hassan II. Oui, mais c'est intéressant. Oui, sûrement. Pourquoi est-ce que vous croyez que la monarchie persiste, perdure à travers les siècles? Ce que je voulais vous dire, c'est que... Il y a deux corps du roi. Oui, mais j'entends bien. Mais ce que je voulais vous dire... Vous venez de nous parler d'une relation platonique du président avec... c'est extravagant. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui en ai parlé, c'est Florian Tardif. C'est un excellent journaliste par ailleurs. Il n'y a pas d'enfant caché, il n'a pas installé sa maîtresse dans les palais de la République comme le si digne François Mitterrand. Il n'a pas une famille. Non, donc il a juste une relation. Oui, non, mais là vous êtes. Non, pardonnez-moi, on parle de ça parce qu'il y a eu gifle et qu'on explique pourquoi la gifle. On lui reproche pas d'avoir une relation platonique. Sa relation platonique, s'il n'y avait pas eu la gifle, on n'en parlerait pas. Voilà. Non. Bon, en revanche, ce qui était intéressant dans Hassan II, c'est la différence entre un homme de culture qui dit pas n'importe quoi et qui explique que précisément, qui connaît l'histoire, qui connaît, en l'occurrence, les Marocains, et qui dit l'exact contraire de ce que dira Emmanuel Macron, c'est-à-dire que jamais les Marocains seront, dit-il, s'ils viennent chez vous, et je ne le souhaite pas, etc. Donc on pourra écouter ce qu'il dit. Donc tout le monde, tout ça demande sans doute à avoir un peu de nuance. Comme toujours. Mais... Sur les tergiversations d'Emmanuel Macron, vous savez, il a parlé des langues, il a parlé du fait que l'arabe était la deuxième langue la plus parlée, on en a beaucoup parlé ici. Oui, ce qui est en 2024, vrai, au mois de novembre, à l'Académie française, il disait les langues régionales sont un instrument de division de la nation. Et si les langues régionales divisent la nation, qu'en est-il des langues étrangères? Et ça, c'est pas abordé dans son propos. Donc en fait, il y a un angle mort, ou en tout cas une politisation de ce sujet-là. Vous dire que mieux vaut être d'origine malienne que d'origine bretonne? Je ne sais pas si aller jusque-là, mais en tout cas, dans la division... Mais pour Emmanuel Macron, l'origine malienne, dans son logiciel, il la prend plus en compte que l'origine bretonne. Vous avez parfaitement raison. Oui, vous êtes rattrapé par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'écume des choses. Ça, c'est vraiment... Non, mais c'est très, très juste ce que vous dites. C'est vraiment très juste. Surtout que la République... Parce qu'en fait, quand je dis il brutalise, c'est là qu'il brutalise. Il brutalise les Français. Non, mais tu te dis à la fin, il ne nous aime pas. Surtout. Voilà ce que tu te dis à la fin. Il ne nous aime pas, il nous méprise, il ne nous connaît pas, il ne nous comprend pas. En contradiction avec ce que beaucoup de gens ressentent au quotidien dans le pays. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Haine de soi. Pas haine de. Il n'a pas la haine de lui-même. Si, il a la haine de son soi français. Il aime beaucoup sa petite personne, mais je pense qu'il n'aime pas ce qu'est la France en profondeur. En tout cas, il n'aime pas la même France que moi et que beaucoup de Français. Ça, c'est certain. Bon, la culture, c'est pour vous. En finir avec l'idéologie dans la culture. Et c'est la une du JD News. En finir avec l'idéologie dans la culture. C'est une interview absolument formidable sur l'entre-soi de la dernière cérémonie des Molières. Molière doit se retourner dans sa tombe à l'idée qu'on puisse détourner son patronage, alors que ceux qui s'en réclament sont les tartuffes, les trissotins, les femmes savantes et les bourgeois gentilshommes du jour. Je rappelle à ces résistants de 1947 que Grasset fait partie du groupe Bolloré depuis 2023 et que les Folies Bergères, où le nom du même Vincent Bolloré a été conspué aux Molières, est actionnaire majoritaire de cette maison depuis 2025. Utilisons les outrances des nouveaux outranciers. Jean Moulin aurait-il fixé ses rendez-vous au quartier général de la Gestapo française?
Je peux vous dire que ça déménage. Le monde de la culture se présente volontiers comme un contre-pouvoir, mais lorsqu'il dépend massivement de l'argent public, peut-il encore se prétendre vraiment libre ? Bien sûr que non. Il fait partie de ce que Althusser nomme les AIE, des appareils idéologiques d'État, et qui, loin de constituer des contre-pouvoirs, sont les bras très armés du pouvoir. Alors c'est effectivement à lire dans le JD News, c'est Laurence Ferrari qui a fait l'interview. Et je vous propose d'écouter ce matin notre ami Jules Torres, qui a fait vraiment un édito remarquable sur Europe 1. Vraiment un édito tout à fait remarquable que vous pouvez écouter. Et on va entendre les grandes lignes. Jules, qui appartient évidemment au JD News, et écoutez ce qu'il disait sur ce monde de la culture. Oui, la culture française aime se présenter comme un contre-pouvoir. Vous savez, elle est libre, insolente, rebelle. Mais quand elle vit massivement d'argent public, de subventions, de guichets, de statuts protégés, la question devient très simple. Peut-elle encore se prétendre indépendante ? Michel Onfray répond simplement non, bien sûr que non. Et il le dit brutalement. Pour lui, une partie du monde culturel est devenue un appareil idéologique, un monde qui reçoit de l'argent de l'État, puis explique au pays ce qu'il doit penser, ce qu'il doit aimer et ce qu'il doit détester. On l'a vu lors de la dernière célébration des Molières. L'image forte, c'est celle qu'il reprend à Maurice Druon, la sébile dans une main, le cocktail Molotov dans l'autre. Autrement dit, on demande l'argent public, mais on mord la main qui nourrit. Et derrière cela, il y a une vraie fracture. Le théâtre, le cinéma, les cérémonies, les grandes institutions parlent souvent au nom du peuple, mais leur public reste très bourgeois, très parisien, très homogène. La culture devait élever le peuple. Elle a parfois fini par flatter un entre-soi. Alors, à propos du monde de la culture, Michel Onfray parle d'un problème d'ordre non pas seulement financier, mais idéologique. Exactement, hein, l'argent public n'est pas neutre quand il finance toujours le même monde, toujours les mêmes codes, toujours les mêmes indignations et surtout toujours les mêmes adversaires. On l'a encore vu aux Molières récemment, un milieu qui se célèbre lui-même, qui ricane sur ses ennemis, qui se croit courageux parce qu'il conspue ses news dans une salle à qui d'avance. Le problème, ce n'est pas que des artistes et des opinions. Heureusement, le problème, c'est quand une culture financée par tous semble parler au nom d'un seul camp, la gauche, quand elle confond création et catéchisme progressiste, quand elle dit défendre le peuple, mais ne le rencontre plus, ou voire même l'insulte. Et c'est là que notre dossier va beaucoup plus loin. On regarde les tuyaux, le pass culture par exemple, 324 millions d'euros en 2024, si l'on ajoute la part collective. Et les grands gagnants ne sont pas toujours les petits libraires ou les petites salles, mais aussi de très grands acteurs comme la Fnac. Le Théâtre National de Strasbourg est un modèle du genre. 225 € de subvention par spectateur pour 13 € de recettes moyennes par billet. Beaubourg, ce sont près de 600 millions de travaux. Et que dire du CNC, une machine colossale qui aide surtout les films que personne ne voit. Donc oui, il faut défendre la culture, mais pas sanctuariser toutes ces dérives au nom de l'exception française. Formidable édito. Vraiment, il a tout dit. C'est formidable l'interview de Michel Onfray. Je souscris à chaque syllabe de ce qu'il a répondu à Laurence Ferrari. En fait, le système en place est très simple. Vous échangez une adhésion active à l'évangile progressiste, extrême-gauchiste, wokiste, contre des places, de l'argent, une reconnaissance. C'est très très simple. Si vous êtes du bon côté de l'idéologie, c'est bingo. Parce que vous aurez l'argent public et l'argent privé d'ailleurs. Mais évidemment, pour donner des gages quand même justement d'appartenance au camp du bien, il faut quand même mordre la main qui vous nourrit. De temps en temps, il faut faire un édito anti-Bolloré. Enfin, les pétitions anti-Bolloré en ce moment, c'est à mourir de rire. Parce que c'est des gens qui signent contre quelqu'un qui n'a cessé de les financer au fil des années. C'est quand même très, très étonnant. C'est-à-dire que sans lui, il ne pourrait pas faire les films. Pour certains, il ne pourrait pas monter sur scène, etc., etc. Mais c'est un système qui marche très bien parce que c'est une minorité, mais qui tient les lieux de pouvoir intellectuels, médiatiques et culturels. Ça représente quelques centaines de personnes qui ont pris en otage 65 millions de Français. Je vais vous parler de la Nuit Blanche, par exemple, qui illustre ce que vous êtes en train de dire, puisque le maire de Paris, fraîchement élu, a donc confié l'organisation de la Nuit Blanche à Madame Barbara Butch. Alors, qui est Barbara Butch ? Elle est bombardée d'ailleurs directrice artistique, après un appel d'offres quand même, mais qui a eu lieu. Alors, je ne sais pas comment s'est déroulé cet appel d'offres. Et cette dame, Barbara Butch, occupait la place de Jésus dans la parodie de la scène qui fut l'un des grands moments, comme vous le savez, de... Voilà, CQFD. Voilà, Madame Butch, c'est là. Donc, c'est exactement ce que... dénonce évidemment Michel Onfray, l'idéologie progressiste.
On s'est fichu, pourquoi pas, de la tête de Jésus dans cette représentation. On a peut-être froissé les catholiques, mais c'est pas le sujet. Et Madame Barbara Butch est bombardée, directrice artistique. Non, mais ça va plus loin que ça, Pascal. Parce que là, on a pris en otage la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec des scènes que moi j'ai trouvées révoltantes. Celle qu'on vient de voir, la tête coupée de Marie-Antoinette. C'est déjà choquant. Mais dans le cas des Molières, vous faites monter sur scène pour vous moquer de Rachida Dati en son absence un propagateur d'idées salafistes. Cet homme a répandu sur les réseaux son idéologie salafiste en disant que la place des femmes était chez elles, auprès de leur père ou de leur mari, à se faire la cuisine, s'occuper des enfants. Et ce type s'exprime en majesté devant... Alors, c'était intéressant, il y avait un parterre de gens à moitié convaincus et les autres un peu gênés, mais qui se disent « il ne faut pas que je proteste parce que sinon, je ne serai pas invité l'année prochaine. Il y aura quelqu'un d'autre assis sur mon siège. » Mais tout ça pourrait donner à rire cette petite comédie, cette petite tragicomédie humaine, mais moi, ça ne me fait pas rire. Parce que voilà ce que ça donne. C'est cette dame, on lui confie quand même un poste important en échange de signes d'allégeance. Bien sûr. Alors écoutez le nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui a pris la parole avec elle et qui justifie sa position. Barbara, vous êtes la directrice artistique de Nuit Blanche et vous avez placé cette édition sous le signe de l'amour. Peut-être expliquez-nous comment profiter de la soirée et qu'est-ce qu'il y a au programme. Donc effectivement, c'est l'amour qui rassemble, l'amour qui fédère, l'amour qui n'a pas de frontières. Donc l'idée, c'est déjà de se retrouver pour un premier rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville avec des concerts, un groupe qui s'appelle Habibi Sly qui joue de la musique électro-disco orientale, une chanteuse super connue et secrète mais hyper connue, et moi-même avec un nouveau projet musical. On a un bateau là qui est parti le 3 avril de Sète qui remonte jusqu'à Paris, un peu comme le blason de Paris, ce petit bateau qui remonte et qui arrive jusqu'à la capitale, qui sera au bassin de la Villette. Il va y avoir Mathias Kiss qui fait une installation monumentale ici au Petit Palais. Un gros programme toute la fin d'après-midi, début de soirée, Exactement. pour la nuit comme d'habitude. Exactement. Partout dans Paris, c'est partout aussi dans le Grand Paris. Dans le Grand Paris jusqu'au Havre, il y a 32 communes partenaires. Donc vraiment, c'est pas réservé qu'aux Parisiens intramuros, mais vraiment à tout le monde. En tout cas, il y en a pour tous les goûts et vraiment partout dans Paris, quoi. Ouais. Bon, il y en a pour tous les goûts, je suis pas sûr. Ouais, ça m'étonnerait beaucoup. C'est le maire qui fait l'interview quand même. Hein. Oui, c'est le camp du bien. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le camp du bien. C'est un choix culturel. J'ai remarqué que Mme Butch a un projet personnel qui est intégré dans le programme apparemment. Donc on ne s'oublie pas. Mais d'ailleurs, on sert les autres, mais on se sert un peu soi-même au passage. Elle n'a pas un succès énorme. Moi, j'ai regardé sur les plateformes, par exemple, il y a très peu de gens qui écoutent ce qu'elle produit. Donc, il y a aussi peut-être une forme de promotion via cette nomination à la direction artistique de la Nuit Blanche. Mais vous parlez... des artistes qui vendent, il y en a, pourtant. Vous parlez de succès ou pas. Il y a les états généraux des auteurs aujourd'hui. Oui. Bon. Et c'est Colombe Schneck, je crois, une autrice, une écrivain qui va animer... Bon. Je regardais le Colombe Schneck, ses dernières ventes. Elle a écrit Philippe et moi. Elle en a vendu 462 chez Stock. 462 exemplaires. En fait, j'y peux rien si Madame Schneck n'a pas est un écrivain sans lecteur. C'est triste, sans doute. Alors, en 2023, elle avait écrit Mensonge au paradis. Elle en avait, chez Grasset, elle en avait vendu 6900. Pas mal. Pas mal, oui. 1900, ça commence. C'est bien ça. C'est bien. Bon, si vous trouvez que c'est bien... non, mais 400, c'est pas bien, c'est 1900. Attendez, quand on voit les tirages et les ventes de l'édition, c'est pas mal. Quel était son avaloir pour qu'on ait... Enfin, moi, je veux bien que... Il y a un moment, il faut rencontrer son public. Il y a des gens qui vendent, des livres. Moi, je ne la connais pas. C'est une ancienne journaliste de France Inter. Oui, je sais, on s'est croisés, mais c'est pas pour autant que je l'ai... Bon, c'est quoi? Ce qui est formidable, c'est qu'elle a une surface médiatique assez considérable. Ah ben bien sûr. Et elle a des tout petits tirages, c'est quand même bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. C'est pour ça que je posais la question de savoir quel était. Est-ce que vous savez ce que réclament ces auteurs? Ces auteurs réclament un statut de fonctionnaire culturel, comme au temps de l'Union soviétique, de manière à pouvoir être rémunérés de manière détachée de leur vente. C'était 1462. J'ai dit 462, c'était 1462 du spectacle. Oui, 1462. C'est très étrange de réclamer dans la France de 2026 un statut comparable à celui de l'Union soviétique dans les années 50, c'est-à-dire fonctionnaire.
Je suis fonctionnaire de l'écriture. C'est ça qu'ils réclament. Ça fait partie de leur principale revendication. De l'état revendication. profond culturel. Oui, c'est intéressant. Bon, alors c'est vrai qu'il y a certains, il y a tout un système qu'on a découvert. C'est toujours pareil. Tu ouvres le capot, mais alors tu découvres qu'en fait les écrivains, de temps en temps, tu les invitais dans des beaux hôtels, puis ils venaient avec leurs femmes, puis ils ont des frais également, ou leurs compagnes, ils venaient avec certains. Oui. Oui, c'est tout un système. Donc tu payais, pourquoi pas, ces auteurs de cette manière-là, qui font pas des gros tirages, mais qui diront dans l'espace médiatique ce que tu veux entendre. Non, pas seulement dans l'espace médiatique. Ce sont des auteurs qui parfois sont membres de jurys prestigieux et influents, et on espère qu'ils auront la reconnaissance du ventre en votant pour le bon candidat. Mais ils sont membres de jury, ils sont auteurs, oui. Ils sont chroniqueurs. Oui. Il y a un mélange des genres qui, dans n'importe quelle autre spécialité, ferait véritablement scandale. Non, pas là. La République des lettres, il n'y en a pas de plus corrompu. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont corrompus et ils ne s'en rendent pas compte. Ah si. Non, si. non, pas vraiment. Je crois vraiment. Que si. Je crois que si. Et non seulement ils s'en rendent compte, mais ils en jouissent. Oui. Et ils vous donnent des leçons. Bon.